continuer tout de suite avec le Sans Frontières. Direction Moscou aujourd'hui où nous attend Dominique Derda. Et nous allons une nouvelle fois parler de football. Pas pour revenir sur les performances de l'équipe de Russie, qui d'ailleurs n'est pas restée très longtemps en compétition. Non, il s'agit du prochain grand rendez-vous international du monde du football. Bonjour Dominique, j'espère que vous allez bien. Football chez vous, oui, parce qu'effectivement, c'est bien en Russie que va se dérouler dans 2 ans, en 2018, la prochaine Coupe du Monde. Alors, où en sont les préparatifs? Est-ce que ça avance? Oui, Isabelle, ça avance, malgré un contexte économique difficile, mais ça avance. Et si l'équipe russe de football, vous l'avez dit, a fait plutôt pâle figure à l'Euro 2016 en France, eh bien la Russie, elle, a bien l'intention de se montrer à la hauteur de l'événement, de ce mondial en 2018, comme elle l'a été pour les JO d'hiver de Sochi, il y a 2 ans, les JO d'hiver de 2014. Alors on n'en est évidemment pas encore à pavoiser les rues, ni à sortir les écrans géants, mais dans les 11 villes qui vont accueillir des rencontres de cette Coupe du Monde de 2018, eh bien, les stades sont en construction ou en rénovation, certains plus avancés que d'autres. C'est le cas notamment du grand stade de Loujniki à Moscou, que je vous propose de visiter en compagnie de Patrice Acheret et d'Irina Golovkova. Le stade de Loujniki, c'est le grand stade de Moscou. Et c'est ici que sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football le 14 juin 2018. Un stade construit en 1956 et en pleine rénovation aujourd'hui. 3000 ouvriers s'y relaient en permanence 24 heures sur 24 car le temps presse, plus que 2 ans avant la compétition. Coût de l'opération 350 millions d'euros, mais rien n'est trop cher ni trop beau pour un événement d'une telle importance. Mourad Ahmadiev est l'ingénieur en chef qui supervise le bon déroulement des travaux et il n'est pas peu fier de ce que ses équipes ont déjà réalisé. On a déjà posé les tuyaux qui serviront à l'aération et au drainage. Avec eux, même s'il pleut très fort, dans les 10 ou 15 minutes, le terrain sera à nouveau sec et le match pourra continuer. Il reste encore beaucoup à faire, mais Mourad Ahmadiev en est convaincu, le stade, son stade, sera prêt dans les délais et même avant, quelles que soient les difficultés. Quand la FIFA a choisi la Russie pour accueillir la Coupe du Monde, l'économie russe se portait bien mieux qu'aujourd'hui. Et au Kremlin, on a vu les choses en grand. Le football allait donner à la Russie l'occasion de briller sur tous les écrans du monde. Depuis, malheureusement, les conditions ont changé. Les cours du pétrole et du rouble sont au plus bas. Sur les 12 stades prévus pour l'occasion, plusieurs accusent un léger retard. C'est le cas notamment de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad. Mais il en faudrait plus pour inquiéter les responsables de la FIFA qui régulièrement viennent en visite d'inspection. Ce jour-là, ils étaient à Sochi, où il a suffi de pas grand-chose, 60 petits millions d'euros, pour transformer en stade de football l'arène qui abrita les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver en 2014. On inspecte surtout le stade aujourd'hui, mais on a aussi des équipes qui inspectent les hôtels, les sites d'entraînement. On ne se contente pas du stade. Cette Coupe du Monde de football est tellement importante pour Vladimir Poutine qu'il y consacrera toutes les ressources nécessaires, quel qu'en soit le prix. Car même s'il ne s'agit que de sport et de spectacle, il en va du prestige de son pays et du sien, par la même occasion. Oui, mais alors Dominique, on a vu au début de l'Euro que les supporters russes pouvaient parfois se montrer assez violents. Bon, ils ne sont pas les seuls, d'accord, mais quand même, il y a de quoi peut-être inquiéter les organisateurs et puis les supporters des autres pays qui envisagent bien sûr de se rendre en Russie. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cela en Russie? Est-ce qu'on envisage de prendre des mesures pour éviter ces incidents qu'on a par exemple subis à Marseille? Oui, bien sûr, Isabelle, vous en doutez. Et les supporters russes qui se sont battus à Marseille étaient les premiers à le dire sur les réseaux sociaux. Jamais ils n'auraient pu se conduire de cette façon en Russie. La police ici serait intervenue beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus brutale. Ce n'est pas pour rien, vous savez, que les hooligans russes préfèrent se retrouver entre eux, entre bandes rivales, dans des parcs ou dans des forêts, loin du regard de la police. C'est justement pour éviter de se faire, passez-moi l'expression, de se faire taper dessus aussi violemment que la police russe le fait habituellement avec les hooligans. Les organisateurs ici affirment évidemment que toutes les mesures seront prises pour éviter ce genre d'incident.
On nous a annoncé il y a quelques jours d'ailleurs que les supporters recevraient tous un passeport de supporters, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient russes ou étrangers. Je vous avoue qu'on n'a pas encore beaucoup de détails là-dessus, mais la seule chose que je puisse vous garantir, c'est qu'évidemment, ils seront tous fichés et ça ne sera pas la seule mesure mise en place, puisqu'il y aura à l'entrée de tous les stades des caméras avec un système de reconnaissance faciale afin de repérer, bien évidemment, les suspects d'actes terroristes éventuels, parce que c'est ça le vrai danger en Russie comme ailleurs, mais aussi évidemment les supporters qui seraient fichés comme des hooligans potentiels. Ok, merci beaucoup Dominique. En tous les cas, c'est rassurant. Passez une bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Tout de suite, au revoir. On continue avec...